L'introduction, c'est une partie cruciale pour la correction. C'est à ce moment-là que le correcteur va directement percevoir si vous comprenez l'intérêt et la nature de l'exercice de la dissertation. Et c'est également à ce moment-là qu'il va voir si vous avez réussi à formuler un problème et qu'il va comprendre également quel va être le déroulé de votre dissertation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder une étape qui est indispensable pour bien réussir sa dissertation, mais qui malheureusement est souvent négligée par les candidats. En effet, lors du brouillon, vous allez mettre en place tout ce qui va être nécessaire pour construire de façon idéale votre dissertation. Donc, au brouillon, on commence par analyser le sujet. Analyser le sujet, ça consiste tout simplement à décortiquer quels sont tous les enjeux, tous les présupposés et finalement tous les problèmes qui sont contenus dans chacun des termes et également dans l'intégralité de la question. Donc, comment fait-on pour analyser un sujet ? Déjà, moi, je vous conseille de disposer devant vous plusieurs feuilles de brouillon. Sur la première, vous allez écrire au centre l'intitulé du sujet, qui donc est souvent grammaticalement sous la forme d'une question. Donc vous écrivez votre question au centre de la feuille et ensuite, progressivement, mot par mot, vous allez définir chaque terme, donner des synonymes à chaque terme et des antonymes à chaque terme. Ça va constituer un matériau conceptuel qui va vous permettre de trouver plus facilement le problème, mais également de déployer plus facilement tous les arguments dont vous aurez besoin. Ensuite, à l'issue de cette première étape, qui consiste à définir séparément et individuellement chaque terme, vous allez noter tout ce que la question vous évoque. Donc, s'il s'agit d'autres questions, s'il s'agit d'exemples, les exemples sont très importants, donc il faut absolument que vous arriviez à trouver des exemples sur votre brouillon, étant entendu que ces exemples peuvent être issus des arts, peuvent être issus de la culture scientifique et également de la vie quotidienne. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, que donc sur votre brouillon, vous avez une sorte de carte mentale dans laquelle vous retrouvez absolument toutes les définitions, tous les antonymes, tous les synonymes et également un grand nombre d'exemples de tous vos termes. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir basculer sur une nouvelle feuille de brouillon. Cette nouvelle feuille de brouillon va consister à, va constituer pour vous une étape charnière qui est celle de trouver le problème sous-jacent à la question qui vous est posée et à votre sujet. Donc, le problème, comme on l'a déjà vu dans la présentation générale de la dissertation, c'est tout simplement le moment où vous allez montrer qu'en fait, la question qui vous est posée peut recevoir deux réponses qui sont opposées. Donc, vous allez essayer de trouver finalement la réponse la plus commune, la plus spontanée, celle qu'on appelle la réponse du sens commun, et vous allez la justifier. Donc, d'un côté, nous pouvons penser que A parce que, et d'un autre côté, vous allez montrer que l'on peut penser que non A ou que l'inverse de A parce que. Ça constitue votre problème. C'est quelque chose qu'il faut faire au brouillon parce que c'est une étape un petit peu laborieuse, donc vous allez devoir y consacrer un certain temps, mais également un certain espace sur votre page parce qu'effectivement, il va y avoir des raturages, il va y avoir des recommencements et c'est normal. Donc, avec ce matériau-là, vous allez commencer par rédiger votre introduction. L'introduction, c'est une partie cruciale pour la correction. C'est à ce moment-là que le correcteur va directement percevoir si vous comprenez l'intérêt et la nature de l'exercice de la dissertation. Et c'est également à ce moment-là qu'il va voir si vous avez réussi à formuler un problème et qu'il va comprendre également quel va être le déroulé de votre dissertation. C'est également là, c'est bien normal,
le moment où il est le plus attentif, parce que la lecture d'une dissertation est une pratique fatigante, donc il faut prendre en compte le fait que votre correcteur sera nécessairement plus éveillé, plus vif au moment de l'introduction, donc il faut tout miser sur l'introduction. C'est pourquoi il faut la rédiger au brouillon avant de la rédiger au propre. Pour le reste, vous n'aurez pas le temps effectivement de rédiger toute votre dissertation au brouillon. Donc le développement se fera, disons, au fil de l'eau lorsque vous passerez à votre copie au propre. En revanche, pour la dissertation, il faut entièrement la rédiger au brouillon. Donc, je récapitule, après avoir analysé les termes du sujet, après avoir construit un problème sur votre brouillon, désormais vous passez à la rédaction de l'introduction. Cette introduction, elle doit comporter une amorce. C'est facultatif, mais c'est très apprécié. Une amorce, c'est tout simplement, en rhétorique, ce qu'on va appeler le captatio, c'est-à-dire ce qui va attirer l'attention de votre lecteur et également ce qui va lui permettre de situer la question dans un cas pratique, un cas concret. Ce qui est apprécié, ce sont donc des références littéraires, c'est-à-dire une situation qui sera extraite d'un récit, d'un roman, ou pourquoi pas d'un tableau, d'une pièce de théâtre, ou alors, pourquoi pas, un exemple de la vie quotidienne, de la vie politique, de la vie scientifique, qui va illustrer la question et qui va vous permettre ensuite de proposer votre problème qui apparaîtra à l'issue de la définition des termes. Donc, je récapitule, amorce, définition des termes qui conduit à votre problème et enfin, annonce de plan. Pour définir les termes, vous allez pouvoir utiliser vos connaissances de cours, mais également votre culture personnelle. Néanmoins, il y a des petites récurrences concernant les questions. Par exemple, si votre sujet commence par « faut-il » ou « doit-on », le verbe « falloir » ainsi que le verbe « devoir » peuvent renvoyer à deux acceptions différentes. En effet, cela peut concerner une nécessité logique ou pratique, ou bien une obligation morale. Par exemple, si nous posons la question « Faut-il être égoïste pour être libre ?» Ici, nous nous demandons si le fait d'être égoïste est une nécessité pratique et logique pour être libre. En revanche, si je vous demande « Faut-il toujours dire la vérité ?» alors là, je renvoie à une obligation morale. Ce sont deux définitions différentes. Mais vous pouvez également tomber sur des questions où de jouer sur ces deux significations différentes vont pouvoir être extrêmement intéressantes. Par exemple, si le sujet est « Faut-il placer l'humain au-dessus des autres espèces ?» Faut-il placer l'humain au-dessus des autres espèces? On peut demander s'il s'agit ici d'une nécessité logique. Est-ce que, par exemple, par rapport à une conception biologique, à une conception politique ou sociale, réellement, par rapport à l'observation que nous faisons de l'humain, faut-il logiquement le placer au-dessus des autres espèces? Mais nous pouvons également nous poser la question de façon morale. C'est-à-dire, avons-nous l'obligation morale de placer l'humain au-dessus des autres espèces? Bon, ça c'est pour le cas du faut-il ou doit-on. Rappelez-vous, soit nécessité logique ou pratique, soit obligation morale. Ensuite, avec le peut-on, qui revient également très souvent en début des questions, il y a également deux définitions possibles. Peut-on, ça peut renvoyer à la possibilité logique ou légale, mais ça peut également renvoyer à l'autorisation, qui est plutôt morale, encore une fois. Par exemple, si je vous demande « Peut-on courir 100 km en 10 secondes ?» Logiquement, bon, ça n'est pas impossible, parce qu'il y a peu finalement de contradictions logiques. En revanche, physiquement, ça n'est pas possible. Par contre, c'est permis légalement, et c'est permis moralement. Alors que, à l'inverse, si je dis « puis-je tuer mon voisin lorsque je ne suis pas d'accord avec lui ?» vous en avez la possibilité physique, vous en avez la possibilité logique, mais vous n'en avez pas la possibilité, la permission légale, et vous n'en avez pas non plus la permission morale. Donc, lorsque par exemple, nous nous posons la question « peut-on renoncer à la vérité ?»
Nous sommes en train de nous demander si d'une part, il est possible pour l'humain de renoncer à la vérité et d'autre part, s'il est permis, s'il en a l'autorisation morale. Donc, vous voyez que dans ces deux cas, le cas doit-on, faut-il, mais également le cas peut-on, nous avons deux manières de comprendre les choses. Et ça va vous permettre très souvent, soit de dégager un problème, soit d'envisager une troisième partie qui va être enrichie par une distinction conceptuelle.